Oui. Du coup, moi, j'ai pas de PowerPoint. Désolé. Ça s'intitule Comment concevoir une subjectivité animale, approche éthologique et éthique. Lorsqu'on parle de l'être humain, on valorise fréquemment ce qu'on appelle la subjectivité. Et qu'est-ce qu'on entend alors par ce terme lorsqu'il est appliqué à l'être humain? On peut en relever plusieurs significations, mais tout en tout cas gravite autour de l'idée que les êtres humains ont des pensées, des émotions, des préférences, etc., une conscience qui constitue ensemble un point de vue sur le monde, leur point de vue subjectif. Être un sujet, c'est donc faire l'expérience d'une vie intérieure, qualitative, riche et variée. Elle fonde aussi la personnalité et le droit à un traitement moral des personnes. De plus, elle a traditionnellement servi à justifier la démarcation donc vis-à-vis des autres animaux. Elle serait l'apanage de l'être humain. Et inversement, le constat selon lequel les animaux semblent en être dépourvus a servi de fondement à leur dévalorisation et leur exploitation. Mais qu'en est-il réellement? Question qu'on peut se poser. Récemment, la question de la subjectivité animale, donc de ce point de vue qualitatif sur le monde que pourraient posséder les animaux, au moins certains d'entre eux, s'est trouvée relancée dans les débats contemporains. On peut penser par exemple au célèbre article de Thomas Nagel, Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris? Où le philosophe s'interroge tout d'abord sur l'éventualité pour la chauve-souris d'avoir une expérience qualitative du monde qui l'entoure, de façon analogue à ce que chacun de nous peut éprouver, mais avec les moyens qui sont les siens. Et deuxième question, est-il possible pour nous de faire l'expérience de cette expérience de la chauve-souris, de la connaître? Si Nagel répond affirmativement à la première question, il considère néanmoins qu'il nous est impossible de savoir ce que cela fait à une chauve-souris d'être une chauve-souris, c'est-à-dire de se mettre en gros à la première personne du point de vue de sa propre perspective. Parce que notre organisation et notre perception sont trop différentes. Certes, il paraît effectivement impossible de se figurer vraiment de son propre point de vue à quoi ressemble un monde forgé uniquement par l'écolocation, comme celui de la chauve-souris. Doit-on néanmoins s'arrêter à cette réponse? D'une part, il paraît bien plus aisé de se figurer ce que peuvent être les pensées, les états d'âme, presque, voire les intentions d'animaux qui nous sont plus proches. Les animaux qui nous sont familiers, les animaux domestiques par exemple, ceux avec lesquels nous vivons, ou dont nous connaissons mieux le comportement, ceux qui sont plus proches de nous et qui fonctionnent donc peut-être de manière analogue. D'autre part, et plus fondamentalement encore, ce qu'il faut interroger ici, c'est la définition que nous donnons de la subjectivité, et c'est sur celle-ci que je voudrais revenir un petit peu dans ma présentation. Partir en effet avec une définition trop complexe et exigeante de la subjectivité, en allant par exemple directement chercher les caractéristiques propres au langage tel que nous le connaissons, ou à la conscience réflexive, aux intentions, ou encore à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, n'est-ce pas donc se donner une définition trop exigeante qui nous empêche finalement d'emblée de trouver ce que l'on cherche. Mais inversement, si nous réduisons la subjectivité à son expression la plus simple, faut-il continuer à en parler concernant les animaux non humains? Est-elle vraiment alors si importante? Comment donc la concevoir de telle manière qu'elle puisse inclure de base humains et animaux? Quelle est d'autre part sa nécessité, partant de là, d'un point de vue éthique? Nous verrons tout d'abord que d'un point de vue scientifique, notamment en ce qui concerne l'éthologie et les sciences cognitives, il y a continuité entre les aptitudes humaines et celles des autres animaux, mais qu'en règle générale, les sciences se sont peu prononcées en faveur d'une subjectivité au sens fort, c'est-à-dire en ce sens qualitatif, où ont cultivé le scepticisme. On verra alors dans quelle mesure la sans-science
la capacité de ressentir la douleur ou le plaisir et tout le monde intérieur qui peut émerger sur cette base peut constituer un fondement pour la subjectivité sans préjuger des formes de perception ou d'intellection plus élevées. On verra dans un second temps dans quelle mesure l'agentivité qui en découle, pour peu qu'on cherche vraiment à la mettre en évidence chez les animaux, permet de justifier la subjectivité chez les animaux d'un point de vue éthique et politique. Donc tout d'abord, examinons la subjectivité animale du point de vue de l'éthologie et des sciences cognitives. On peut considérer que depuis Descartes, l'orientation de la science moderne dominante ou normale, entre guillemets, a été d'étudier les animaux comme de simples mécanismes corporels depuis la perspective de l'anatomie et de la physiologie. Donc je ne reviens pas beaucoup là-dessus, tout comme on a déjà eu une présentation très complète, mais globalement, l'animal est assimilé à une machine, et à quelques exceptions près, ce statut ne change pas beaucoup jusqu'au XXe siècle. Même à cette époque, d'ailleurs, le behaviorisme, avec des chercheurs comme Watson ou Skinner, va considérer que tout ce qu'on peut observer chez les animaux, le comportement des animaux est entièrement affaire de réflexes ou ce qu'on appelle des tropismes, des instincts et des conditionnements. De ce point de vue, ce qui peut bien se passer, entre guillemets, dans la tête des animaux, ou ce qui peut bien exprimer leur propre perspective, ne concerne pas le behavioriste et partant ne devrait pas concerner la recherche scientifique. La subjectivité ou l'intériorité est, selon l'expression de Watson par exemple, une boîte noire opaque, où il est impossible de faire la lumière. Avec l'éthologie, autour par exemple de Konrad Lorenz ou de Nicolas Tinbergen, les choses changent et amorcent un tournant. Puisqu'effectivement, l'animal n'est plus traité comme un automate qui réagirait mécaniquement et de façon indifférenciée à des stimulations quelconques. Au contraire, on considère que le monde dans lequel chaque animal évolue l'intéresse, signifie quelque chose pour lui et doit être étudié en conséquence. C'est aussi le début du développement de l'étude proprement éthologique en milieu naturel, par exemple, et pas seulement dans des laboratoires et à travers des expériences. Lorenz, notamment, fait l'hypothèse d'un vécu subjectif chez les animaux, auquel il est relativement favorable. On peut peut-être mentionner à cet égard son attitude personnelle et sa méthodologie propre, le fait qu'il a vraiment cherché à sympathiser avec des animaux, lorsque par exemple il étudie les oies et qu'il intègre leur communauté et auquel il reconnaît une personnalité. Par exemple, l'un de ses premiers articles, le compagnon, la notion de compagnon chez le chouka, l'a conduit à vraiment se lier d'amitié avec un petit corvidé, ce qui peut-être aussi l'a amené à être plus favorable à cette idée qu'en prenant le temps d'observer les animaux d'une certaine manière, l'hypothèse d'une subjectivité et d'un véritable vécu qualitatif chez eux n'était pas aussi absurde qu'elle pouvait le paraître. Néanmoins, dans un article qui s'intitule « Les animaux ont-ils une expérience subjective ?», il se résout finalement à un agnosticisme prudent en disant qu'on peut finalement croire à la subjectivité animale, mais qu'elle peut selon lui difficilement devenir un objet d'investigation scientifique. En définitive, donc, c'est vraiment à partir des travaux de Donald Griffin à la fin du XXe siècle, notamment son ouvrage Animal Minds, c'est vraiment donc à ce moment-là qu'émerge le courant de l'éthologie dite cognitive. Cette dernière, dans le programme assez éclectique que lui fixe Griffin, a pour objectif de s'intéresser à tous les processus cognitifs mobilisés par les animaux pour agir sur leur environnement. Il se base ainsi, par exemple, également sur des découvertes récentes, comme les neurones miroirs, qui s'activent chez l'être humain lorsqu'on observe, par exemple, le comportement des autres et qu'on attend une certaine réaction de leur part. Et ces neurones miroirs, on a découvert récemment qu'ils étaient aussi présents chez d'autres animaux, notamment des primates.
Mais ce titre d'éthologie cognitive est relativement trompeur parce que précisément il s'agit aussi d'aller au-delà de la cognition et au-delà des approches trop réflexives vers la conscience, qui aurait peut-être aussi un autre fondement. Donc aller au-delà de la cognition vers la conscience, c'est le sous-titre donc de l'ouvrage de Griffin, Animal Minds, pour envisager donc la conscience dans ses aspects qualitatifs variés. L'intérêt de la démarche de Griffin est de poser vraiment la question de la conscience subjective et des représentations chez les animaux, à partir de ce qu'ils font, notamment avec leur corps et dans leur comportement, à partir de leur comportement et de leur sensibilité. Il cherche résolument à en découvrir davantage sur cette conscience au sens fort, à savoir le fait pour un animal d'avoir des sentiments, des pensées, une expérience subjective, quel que soit son degré de complexité. S'ouvre ainsi un vaste champ de recherche contemporaine qui tout ont pour point commun de prendre les animaux étudiés pour acteurs et agents réels des comportements observés, et non plus seulement selon un modèle de pure réaction forcée à la stimulation. Capable donc de se forger une expérience, un point de vue, d'agir avec plasticité dans un monde qui fait sens pour eux. Dans ces études, par exemple, il y a par exemple l'étude classique sur les singes vervets, chez lesquels on a observé qu'il y a plusieurs cris d'alarme et plusieurs comportements différents qui sont tout à fait adaptables aux différentes situations que la communauté des singes rencontre, et selon par exemple les prédateurs auxquels elle doit faire face. On peut aussi penser par exemple à ce que dit Vinciane Després dans Habiter en oiseau, où elle étudie avec beaucoup d'attention les différentes manières qu'ont différentes espèces d'oiseaux chanteurs d'établir un territoire, de poursuivre à l'intérieur de ce territoire leur vie, avec une part de compétition, avec aussi une part parfois de ce qu'on pourrait appeler un compagnonnage ou une amitié avec d'autres oiseaux, et où elle observe effectivement que les comportements ne sont pas du tout stéréotypés, mais laissent place à de véritables choix. D'autres études encore, il en existe tout un courant, toujours dans le droit fil de cette idée qu'il faut considérer les animaux comme des agents, essayent d'apporter une plus grande attention aux spécimens qu'ils observent et notamment à caractériser vraiment leur personnalité. Il y a ainsi une étude sur les ours bruns menée par Robert Fagen qui montre qu'à chaque fois, les différents ours dans les communautés qu'il a observées ont des personnalités différentes qui, au sein d'un certain panel qui définit le comportement des ours, font des choix différents ou ont vraiment des démarches différentes par rapport à ce qui concerne la recherche de nourriture ou la prédation. Certains vont être plus actifs, d'autres plus prudents, etc. En définitive, donc, s'ouvre un champ qui permet aussi d'arriver vers une définition, cette fois-ci d'un point de vue éthique, de la subjectivité comme agentivité. Ce qui devient déterminant avec cette définition de la subjectivité, c'est donc l'agentivité, le fait pour les animaux d'être des acteurs, et la sentience. Ce qui compte désormais, c'est donc le point de vue de l'animal. Or, on voit ici la pertinence de cette notion dans un cadre éthique, puisque par agentivité, il faut entendre le fait que l'action est initiée par le sujet, qu'elle est voulue par lui, qu'il a des attentes vis-à-vis de ses actes et une intentionnalité. Une intentionnalité qui donc, plutôt que de se baser nécessairement sur des processus cognitifs complexes, qui certes existent et sont importants, par exemple chez l'être humain, ou on peut le supposer chez d'autres espèces de primates, mais qui, si on les prend de base, peuvent simplement s'ancrer dans cette sentience fondamentale et cette volonté de faire ce qu'il est nécessaire pour éviter la douleur et pour aller vers des sources de plaisir. Même s'il est malheureusement impossible pour moi de revenir ici sur tous les intenses débats sur la manière dont une approche éthique ou une théorie du droit des animaux peut prendre en compte cette subjectivité animale, je voudrais néanmoins en choisir une, celle qui est présentée par Sue Donaldson et Vil Kemlicka dans Zoopolis, qui a pour mérite de vraiment prendre en compte cette agentivité. Ils la définissent donc comme l'affirmation
de son existence subjective ou de son identité par le sujet à travers l'action concrète dans le monde. De plus, elle ne requiert pas seulement que l'action peut être initiée, mais il faut que l'action puisse avoir le résultat que l'on vise. Dans bien des situations, donc, cela suppose que les autres réagissent en vous considérant comme un agent. Autrement dit, l'intérêt, me semble-t-il, de la démarche de Zoopolis, c'est de dire que cette agentivité est certes une capacité, plus ou moins plastique, plus ou moins étendue, mais qu'en tant que telle, elle ne suffit pas et que l'agentivité est aussi à construire. Et elle est à construire avec la communauté des autres animaux et selon les différents rapports que nous entretenons avec eux. C'est ainsi, par exemple, que dans Zoopolis, Donaldson et Kimlicka distinguent les animaux domestiques, ceux avec lesquels nous vivons et vis-à-vis desquels nous avons certains devoirs et devons leur accorder certains droits éthiques. Les animaux qu'ils s'appellent liminaux, qui vivent en compagnonnage avec nous et dont la situation est hybride, nous devons à la fois les accepter et avoir en général un traitement éthique à leur égard, mais où on peut aussi également, lorsqu'ils deviennent un danger ou une menace, avoir des méthodes douces pour nous prévenir des éventuels dangers qu'ils pourraient représenter. Et enfin, les animaux sauvages qu'on devrait accepter comme vraiment des agents pleinement souverains sur leur territoire et qu'on devrait laisser et respecter. Au-delà de cette classification, ce qui me semble vraiment intéressant dans cette approche politique, c'est précisément que les animaux sont considérés donc comme des agents sensibles et qui poursuivent des intérêts et qui font sens de leur monde et aussi de la communauté qu'ils peuvent entretenir avec les autres. Et qui ne sont donc pas seulement des sujets moraux passifs vis-à-vis desquels nous aurions des droits entre guillemets négatifs, à savoir ne pas leur faire de mal, respecter le fait qu'ils soient des sujets d'une vie, comme dit Tom Reagan, mais en plus de cela, d'avoir de réels droits politiques et, à leur égard et des obligations concrètes, qui nous permet donc de reconnaître leur subjectivité comme une agentivité constitutive. Ainsi donc, j'ai essayé de montrer un peu dans quelle mesure l'éthologie, les sciences cognitives, se sont progressivement acclimatées à l'idée que la recherche d'une subjectivité ou d'un vécu subjectif et qualitatif chez les animaux pouvait être pertinent, notamment en passant par une méthodologie qui accordait plus d'importance aux animaux étudiés plutôt que d'en faire simplement des exemplaires indifférenciés et soumis à de multiples tests en laboratoire, et comment la mise en lumière de l'animal comme sujet actif, individualisé, différencié, pouvait être le postulat de base d'une éthique qui intègre également une dimension politique majeure, que Derrida aussi, à sa manière, voulait. Et je voulais rappeler une formule qui est employée par Vinciane Després, qui, donc, dans Habiter en oiseau, rappelle également celle que tu avais citée sur Derrida, puisqu'elle dit que, au regard de tout ce qu'on observe et de tout ce qu'on arrive maintenant, quand on y prête attention, à mettre en lumière au sujet de la manière éminemment plastique et différenciée dont les animaux mènent leur vie, en regard de tout cela, il faut vraiment prendre en compte leur individualité et qu'il devient donc, comme elle le dit, inconséquent de parler simplement de l'animal en général. Merci pour votre attention.